Nous sommes le 26 novembre 2020 et nous enregistrons notre épisode 281. Comme chaque semaine, on vous propose en un peu plus d'une heure une revue de presse technologique hors des sentiers battus. C'est ainsi que nos chroniqueurs du jour nous parlent de réalité augmentée à la sauce Disney et Google, de la sécurisation de certaines visioconférences ou du retour du projet OneWeb. Si vous avez déjà oublié de quoi il s'agit, on vous rafraîchit la mémoire. Il sera également question de crypto-monnaies, de systèmes d'exploitation pour automobiles et des déboires d'Amazon Web Services. N'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute. Une fois de plus, j'étais un petit peu hésitant parce que chaque fois, on redémarre un nouvel épisode et chaque fois, je rajoute des petits trucs, on modifie des choses dans le setup chaque semaine. Vous entendez du bruit, c'est du souffle qui vient de loin, etc. On a un nouveau chroniqueur. Sur les deux, il y en a un que vous avez déjà vu en même temps dans un hors-série. On va tout de suite aller jeter un petit coup d'œil. Ça souffle de ce côté-ci. On a d'un côté Sébastien, lui vous le connaissez évidemment, et puis de l'autre David, que vous connaissez aussi si vous avez l'habitude de regarder nos vidéos régulièrement, puisque David nous a proposé il y a déjà quelques temps quelques hors-séries concernant l'impression 3D, concernant les drones, concernant il y a bien plus longtemps que ça les pixels si je me rappelle bien. Bienvenue à David dans un épisode hebdomadaire classique, j'ai presque envie de dire. C'est un exercice un tout petit peu différent, tu verras, c'est plutôt agréable aussi. Ça souffle fort, on sent que le ventilateur il est près du micro. David est en Thaïlande, avec un décalage horaire monstrueux. Il est 2h du matin chez toi, ou 2h17 pour être précis. Ouais, 2h17. Donc ça explique pas le souffle, mais ça explique peut-être la luminosité, ça explique voilà les petits décalages, etc. Du côté de Sébastien, lui tout va bien. Ouais, il est 20h17. Pas de souffle, ni au cœur, ni dans le micro, tout va bien. On va saluer ceux qui nous ont déjà rejoints sur Twitch, puisque je le rappelle, maintenant les enregistrements sont diffusés en direct sur Twitch, pour ceux qui sont vraiment au taquet, qui ont vraiment envie de suivre ça dès la première seconde, même microseconde, donc en direct quoi, en gros. Bienvenue à vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on essaiera s'en faire le relais dans cet épisode une fois de plus. De ce côté-ci, qu'est-ce que j'ai ? Ah bah oui, j'ai ceux qui nous ont laissé des messages durant la semaine, comme Alban Brumand, comme alors je vais essayer de le dire, Amlali Mohamed, voilà, j'y suis arrivé, Nikoum Houk, Sombre Papa, Christophe Simonis, Nicolas Saint-Lay, Eric Andelin, Dom Bell, Pierre Laure, Engris Boy, Sébastien Boireau, Eric Bourdin, et puis nous avons aussi quelques cibistes. Parce qu'on a parlé Cibi la semaine passée, les amis, vous n'étiez pas là, mais on a parlé Cibi. Le retour de la Cibi pour certains Van Lifers, c'était à l'occasion du passage de Thierry dans un épisode. Et on a Vienne et Madeline, dont le QRZ était Vianne 41, Didier Lutti, dont le QRZ est Lobby 69, Patrick Bourlard, dont le QRZ en 1976, ça ne date pas d'hier, était Nestor, et Greg Vidéo, dont le QRZ était Le Lièvre. On leur dit bonjour, on les salue, je vais juste diminuer un tout petit peu cette source-là. On les salue. Vous savez ce que c'est un QRZ, j'imagine, mes petits camarades, l'un ou l'autre. Ce sont les call signs de la CB. Voilà, c'est ça. C'était le comment on appelle ça, l'identifiant. Quand on se présentait avec un QRZ, c'était l'identifiant. Et alors il y a Alain Lemers qui lui n'a pas fait de CB manifestement, mais lui il est plutôt QRN sur Bretzelburg. Je sais pas si vous connaissez ce titre. C'était le dernier Spirou et Fantasio dessiné par Franquin. Et un QRN, c'est toujours dans le code Q qui est utilisé par les CBistes. C'est si je ne dis pas de bêtises, un parasite, enfin des parasites ou une intermodulation, quelque chose comme ça. Voilà. C'est marrant parce que il y avait un truc, un annuaire avec qui correspond à quoi le code ? Parce que sur le radio amateur, mon père était radio amateur, et lui c'était ON1BR. Donc tu vois, à chaque fois, tu avais... les ON, ce sont les radios amateurs, il y en a toujours d'ailleurs. Là, il fallait passer une licence assez pointue, puisqu'il fallait vraiment montrer patte blanche et avoir un très bon niveau en électronique et autres, puisqu'il y avait également des conventions. Il y a toujours d'ailleurs des conventions pour... et alors, on pouvait, en fonction du niveau dans lequel on était, parce que
passer de ON3, ON2, ON3, ON4, ON5, etc., on avait droit à utiliser des émetteurs plus puissants et utiliser des gammes de fréquences différentes également. C'est passionnant, c'est un peu passé, hein, c'est un peu révolu, mais c'est passionnant. Oui, c'est un peu passé. Et alors, si j'ai une anecdote de 30 secondes, juste pour commencer, c'est pas dans les sujets. Donc, mon père, effectivement, était radioamateur, et c'était un ingénieur, et quand il était plus jeune, il jouait avec un peu de tout, il bricolait dans sa cave, et il s'est retrouvé un jour avec un quartz, et il dit, ça a l'air intéressant, ce truc, je vais essayer de voir ce qu'on peut faire, et il faisait tutut avec le truc, et donc, il se dit, ok, ça marche. Il a joué 2-3 heures avec son petit émetteur, jusqu'au moment où la police est venue frapper à sa porte, parce qu'en fait, ce qu'il émettait, c'était le signal de SOS d'un bateau, et le bateau, il était chez lui, donc les gars sont repartis avec le matériel. Oui, c'est ça, en général. Il ne fait pas sa licence à ce moment-là, sinon. Oui, c'est ça. Oui. Bah, c'est souvent comme ça que ça part. Hein. Les CB, c'est un petit peu différent. C'est ce qu'on appelle la citizen band. Hein. C'est les bandes citoyennes, en gros, très utilisées encore aux États-Unis chez les conducteurs routiers. Un peu moins chez nous. Ça s'est perdu un peu avec le smartphone, etc. Ça a moins de sens. Et certains essayent de relancer le mouvement, parce que maintenant il faut voilà, les appareils finalement coûtent pas si cher que ça, hein, et ils sont toujours en vente, les marques existent toujours, et ils continuent à commercialiser certains modèles. Donc voilà, c'est juste pour la blague, parce qu'on a suivi un Van Leifer français qui veut lui relancer vraiment la CB, et il essaye en tout cas. Donc voilà, c'est plutôt amusant. Si vous le voulez bien, après avoir dit tout ça et avoir salué tout le monde, me semble-t-il, je pense qu'on peut commencer notre abécédaire. Et c'est David qui va ouvrir le feu. David, on va parler d'Amazon. Alors, j'ai préparé cet épisode, mais je n'ai pas regardé le premier sujet. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas regardé de quoi il s'agissait. Je reste, moi, bloqué sur le titre, traqué par les oreilles, et ça reste énigmatique, évidemment, mais je te laisse la parole, David. En fait, c'est une mise à jour que Amazon a fait pour les EcoBuds, qui sont des écouteurs qui sont sortis il y a à peu près 1 an. Qui sont des écouteurs avec suppression de bruit, avec accès à Alexa intégré. Et ils ont fait une mise à jour qui utilise des accéléromètres qui sont dans les écouteurs, et en fonction de la taille de la personne, de son poids, font du tracking sportif, compte le nombre de pas, compte le nombre de calories brûlées et tout ça. Et c'est toute nouvelle fonctionnalité qui vient de sortir il y a quelques jours pour ces écouteurs-là, et qui va permettre de pouvoir tout simplement, en disant Alexa, je commence ma séance de sport, et le tracking commence, et on est réellement traqué par les oreilles avec des accéléromètres qui mesure les mouvements de la tête. Alors ça, c'est très très bien pour certains de nos auditeurs qui font leur jogging en nous écoutant. Alors des fois, on fait des numéros un petit peu longs, genre 90 minutes, donc on épuise nos auditeurs. Mais ce serait un truc en plus pour eux. Ça va leur parler certainement, pour avoir quelques statistiques également sur ce qu'ils ont l'habitude de faire comme exercice de manière générale. En même temps, ça fait un tout petit peu peur, non? Les senseurs étaient déjà là avant, donc les gens qui avaient ces écouteurs-là, l'électronique était déjà présente. Ouais. Maintenant, ce n'est pas une localisation, donc ce n'est pas un GPS qui fait un tracking réellement de l'endroit où on est. C'est tout simplement un tracking des mouvements pour savoir qu'on est en activité, et étant donné que on donne l'instruction qu'on commence une séance de sport, le montage des mouvements ne se fait qu'à partir de ce moment-là, donc il n'y a pas vraiment, de risque de sécurité. On a le contrôle quand même sur ce qui enfin en tout cas on pense avoir le contrôle sur ce qui se réalise. Sébastien. Oui, finalement, moi je trouve ça c'est assez sympa. C'est juste que tu le fais que pendant le sport, et que personnellement,
Déjà, je fais pas beaucoup de sport, contrairement à David. Mais je suis pas sûr que je vais écouter de la musique, donc ça va pas perso. Juste pour la petite blague, ça faisait pas partie du numéro, mais j'ai ce petit truc pour ceux qui ont. Alors, on va montrer. Je vais montrer. Voilà. Ouais. Et donc, je sais pas si vous pouvez le voir à part mes gros doigts boudinés, il y a c'est une bague. C'est une grosse chevalière, pour ceux qui nous écoutent, pour qu'on comprenne aussi de quoi il s'agit. C'est une espèce de grosse chevalière noire. C'est ça, alors ça existe en plusieurs couleurs, ça c'est juste... et effectivement, donc ça ressemble à une grosse chevalière, c'est un petit peu plus léger quand même, et ça a quelques capteurs qui te permettent de savoir, par exemple, ton rythme cardiaque, taux d'oxygénation et activité, etc. etc. C'est plus léger à porter qu'une montre, et... Parce que la montre, j'en ai aussi, David aussi, on est assez fan du truc pour surveiller ce qui se passe. Mais la montre pour dormir, j'y arrive pas. Donc je trouve ça contraignant au possible. Tandis que la bague, ça me dérange pas. Moi, ça fait des années, comme beaucoup de gens, que j'ai arrêté de porter des montres. J'en avais déjà parlé quand on avait parlé des montres connectées il y a quelques temps déjà, et je me suis déshabitué à porter une montre. Et quoi qu'il en soit, je n'ai jamais porté de montre la nuit. Je ne sais pas dormir avec un truc accroché à mon poignet. Je pense que j'ai toujours fait ça depuis tout gamin, de peur de sans doute la casser dans un mouvement, un truc du genre. Une bêtise, mais voilà. Donc la montre, pour le coup, s'il s'agit de capter, de traquer, entre guillemets, le sommeil, le sommeil, etc. Pour moi, c'est foutu, quoi. C'est clair. Ceci dit, les buds dans la nuit non plus, ça marche pas. Mais t'as plus qu'à acheter une bague. Voilà, c'est ça. C'est entre. De toute façon, les buds ne mesurent pas le cœur. Oui, c'est ça. En plus, ils mesurent quoi, en fait juste les mouvements, en fait. Ils mesurent 2 cm. Oui, c'est ça. Ça compte les pas avec un algorithme qui mesure les mouvements au niveau de la tête. D'accord, ok. Bah, c'est comme si on voyait ça, si on fait du sport léger entre guillemets, sans avoir son smartphone, sans avoir une montre, etc. Pourquoi pas hein, finalement, c'est pas une mauvaise idée. Faudra voir à l'usage. Si vous utilisez ce genre d'accessoires, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et évidemment, il faut pas oublier de dire à Alexa de commencer à calculer quoi, parce que si on oublie, ça c'est un peu ballot. Oui. N'empêche, je suis curieux de la différence des infos entre tes oreillettes Amazon, ta montre, une bague, etc. pour savoir lequel est réellement le plus précis, parce qu'il y a certains qui te font parcourir, soi-disant, des centaines de kilomètres à pied toute la journée, alors qu'en réalité, ça ne l'est pas. Oui, c'est ça. Certaines marques, David voit à qui je fais référence, certaines marques ne sont pas super précises. Bah oui, il y en a qui sont plus homologués entre guillemets ou en tout cas reconnus médicalement. Enfin, il faut bien se renseigner quoi. Oui, mais justement, la bague, je sais pas si tu as une grande marque. Ah d'accord. On peut la citer. Une grande marque qui commence par Fit, qui termine par Bit, qui était pas toujours très très réaliste dans les voilà. Mais ici, j'imagine que bon, ça va tâtonner un petit peu au début. Ça fait 4 jours qu'ils ont sorti ça. Et il faut pas oublier non plus qu'on a toujours besoin d'un smartphone à porter parce que la musique vient du smartphone. Elle vient pas des c'est ça. Effectivement. Donc, si on est dans une salle de sport, on dépose le téléphone sur la table à côté, on est sur le tapis, ça va. Mais si on va faire un tour dehors de 5 km, si on prend pas son smartphone, ça va pas fonctionner. Ben oui, c'est ça, en plus. Bon, tout n'est pas parfait, on va dire ça comme ça. Il faudra qu'un jour tu nous reparles de cette bague, une fois de plus, pour ceux qui nous écoutent, plutôt, qui ne nous regardent pas. C'est entre une alliance et une chevalière, on va dire ça comme ça. Hein. C'est un peu entre les deux. Comme tu le portes au petit doigt, c'est un peu mastoc. Je trouve. C'est un peu, non? C'est pas un peu lourd? Non, c'est pas... Tu t'es habitué. Non. Ok, ça va. Quelqu'un qui nous fait la remarque électrocardiogramme dans les montres, oui, le cœur, oui. Dans les montres, on parlait des buds. Donc, les buds ne calculent pas les pulsations. Donc, voilà. Voilà. On passe à la suite. Et c'est un live, je confirme, non pas une rediff. Donc, comme Amazon, c'est qui s'y colle, c'est Sébastien. Encore Amazon, on parle de la panne d'hier, on enregistre le jeudi, ça s'est passé ce mercredi, si je ne dis pas de bêtises, une panne d'Amazon Web Service, qui a impacté donc des services tiers, forcément, puisque Amazon Web Service c'est du B2B, hein, donc, et qui donc a été impacté, et à quel point?
À quel point alors c'était un service parce qu'ils en ont plein sur AWS et c'est le Kinesis Data Stream API. Alors, tu dis comme ça, bon, c'est lequel? Alors c'est un de leurs services qui le lie justement à tout ce qui est IoT et qui va capter toutes les datas pour faire de l'analyse en temps réel sur des millions et des millions de données. Donc c'est quelque chose qui doit performer et qui en un coup n'a plus performé du tout. Ce qui a causé pas mal de soucis, et il a fallu quelques heures quand même entre le moment où ça a commencé à déconner et le moment où Amazon accepte qu'il y a un problème, commence à courir avec les ingénieurs dans tous les sens, parce que bon, ouais, c'est pas facile en confinement quand t'as des pannes, même s'il y a des gardes, mais ici, donc ils ont certainement plein de gars sur place, mais c'est toute une organisation qui est à revoir aussi. Et donc il a quand même fallu quelques heures pour que le truc soit remis en place en faisant du graduel, donc ils ont dû voir qui remettait... pour commencer. Ce qui est amusant, c'est que la panne a touché effectivement plein d'entreprises, mais également Amazon, pour pouvoir mettre à jour le dashboard où ils disent qu'ils sont en panne, puisqu'ils ne savaient plus mettre. Donc, tu vois, donc leur truc de télémétrie était mort en même temps. Et alors, ça a touché des boîtes quand même, pas qu'une, hein. One Password, donc voilà, si tu voulais, ça c'est couillon, si tu veux utiliser tes trucs. Acorn, Adobe Spark, Autodesk, Capital Gazette, Coinbase, donc tout ce qui était crypto, Flickr, iRobot, Pocket, Roku, RSS, Podcasting, Washington Post, etc., etc. Et il y en a encore plein, et y compris un site qui est drôle, qui était mort, le Down Detector. Donc le Down Detector était mort pour pouvoir dire qu'il était down. Donc ça c'est voilà, la boucle est bouclée. Ce qui est chiant, je trouve finalement, parce que tous les systèmes tombent en panne, hein, ça arrive, il y a pas, personne n'est parfait. C'est cette concentration finalement. Donc que effectivement ici tu as un service qui tombe en panne chez un géant et en un coup tu as tout le web qui est dans la smoule parce qu'il y a un problème chez AWS. Donc ça montre à quel point le truc est devenu vulnérable sur un seul point, sur une seule infrastructure. C'est le danger de ces infras. Et si tu permets, il y a un double danger chez eux, c'est qu'en plus, ici, c'était pas de bol, c'est toute l'infrastructure US qui était impactée et pas les autres. Mais ça a impacté tous les services européens aussi, parce que par défaut, si tu choisis pas, toutes les API renvoient sur les API américaines. Et donc, ceux qui n'avaient pas configuré correctement leur service en disant « je veux les trucs en Europe », ou ailleurs, ils étaient d'office sur les data centers US, donc ils se sont plantés tout pareil. Donc voilà. Oui, là c'est plus à ce moment-là une question de configuration des différents tiers, entre guillemets, de bien choisir, voilà, pas de bol, et comme quoi il faut quand même choisir, disons, les serveurs les plus proches, ou les services les plus proches de chez soi géographiquement déjà, ce serait... Oui, mais si demain ils prennent ceux en Angleterre, et que c'est ceux-là qui vont tomber en panne, hein, faut pas rêver, ils sont aussi susceptibles de tomber... Est-ce qu'il y a, dans ce cas-là, il n'y a pas aussi des possibilités d'une espèce de load balancing ou de réplication où il y a un service en panne, pouf, on bifurque vers un autre et on cherche le signal le plus fort quelque part? C'est possible ou pas? Ou c'est complètement hypothétique? Non, c'est possible. Ici, ça ne l'est pas sur les services qui étaient connectés dessus, donc non, sinon c'est possible. D'accord. Mais David. Dans la liste des services qui ont été inspectés, tu as parlé de Coinbase. Est-ce que ça a un rapport avec la panne de Coinbase hier qui a fait chuter le Bitcoin, ou est-ce que c'est l'activité sur Coinbase qui aurait peut-être été responsable? Je pense pas que l'activité... il y a beaucoup d'activités de Coinbase, mais je pense pas qu'ils soient capables de tuer Amazon. Maintenant, c'est pas impossible que du coup ça ait impacté le prix et la panique chez certaines personnes. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres trucs, et dont un sujet qu'on reviendra sur pourquoi ça a impacté la crypto. Parce qu'on ne parle pas directement de crypto dans le numéro ici, un tout petit peu quand même, mais pas là-dessus. Il faut savoir qu'il y a énormément de boom pour le moment sur toutes les cryptos. Donc en un coup, le Bitcoin est quasi à son niveau historique. Et donc tout était en train de monter de 5 à 10% quasi tous les jours depuis quelques jours. Et hier, ça s'est éclaté de près de 30% en un coup. Donc voilà, il y a des raisons. On en reviendra sur. On va en reparler juste après. Oui, sans doute. On salue Lahulot qui a rejoint également le live ce soir pour l'enregistrement de ce 281e épisode, qu'il soit où il soit, je pense. Le bienvenu. On passe à la suite.
Bah oui, c'est là. C'est comme crypto. On en parle justement maintenant puisque il y a une administration qui quitte la Maison Blanche incessamment sous peu. En tout cas, c'est ce qui devrait arriver dans les jours ou les semaines qui viennent. À mon avis, il y en a qui vont rester accrochés à leur bureau. On va déplacer le bureau avec eux dans les camions de déménagement le 20 janvier. On parle bien sûr de Trump et de son administration qui quitte la Maison Blanche. Et il n'est pas impossible que, au niveau de ceux qui gèrent les cryptos, qu'il y ait quelques effets de bord suite à ce départ ou juste avant le départ. C'est un peu ça l'idée, si je ne dis pas de bêtises, Sébastien. Oui, alors c'est étonnant parce que historiquement, quand tu as comme ça un changement d'administration, à partir du moment où le président n'est pas reconduit, ce qui est une des premières fois sur Trump, donc quand il n'est pas reconduit, il ne vote plus de trucs importants jusqu'à la passation du suivant, parce qu'il dit voilà, mon mandat est fini, tant pis, je suis désavoué, j'ai perdu. Ici, c'est pas tout à fait le principe de Donald Trump. Bon, il n'a pas perdu, selon lui, et son administration non plus. Et donc les gars, ils veulent laisser quelques cadeaux surprise, et donc ils sont en train de passer une série de lois, et il y en a une qui veulent passer sur la crypto, disant je m'en fous, je suis encore là 30 jours, je peux encore faire des trucs qui vont devoir être, on l'espère, détricotés, mais ça va pas être aussi facile. Et donc c'est une info qui vient du CEO de Coinbase, donc un des plus gros acteurs dans la cryptosphère, où vous pouvez aller acheter quasi tout ce que vous voulez comme crypto. Et donc, il a annoncé hier qu'il pensait qu'une loi allait passer obligeant des boîtes comme Coinbase à identifier les portefeuilles anonymes. Je m'explique. Quand tu vas sur Coinbase, tu mets effectivement de l'argent, tu es obligé de t'identifier, mettre une photo de carte d'identité, faire une déclaration si tu es américain, pour donner toutes les infos pour que eux puissent d'une certaine manière te dénoncer aux impôts. Et donc ici, si tu as mis l'argent chez eux, tu es identifié. Mais à partir du moment où tu retires l'argent de Coinbase pour le mettre sur un wallet physique, on ne sait plus vraiment ce que tu en fais. Et l'administration ne sait plus réellement suivre ce que tu en fais. Et ils veulent imposer à tous les sites comme Coinbase d'identifier les propriétaires des wallets vers qui on verse les cryptos. Donc là, c'est effectivement un peu un choc parce que on atteint la vie privée, si on veut, et tout l'anonymat qui est lié à la crypto, même si les transferts ne sont pas vraiment anonymes. Voilà, et on veut que tout le monde soit identifié, et c'est l'administration américaine qui est derrière. Donc là, ça pose un assez gros problème. Maintenant, Coinbase n'est pas non plus en reste. Eux doivent envoyer les informations à l'IRS, donc les impôts américains, pour dire David a 200 bitcoins, il est riche, c'est génial, il faut le taxer. Sauf que ils se sont plantés de formulaire, et donc plutôt que de dire effectivement c'est la case à cocher suivant laquelle tu vas être taxé, et donc plutôt que d'être pas taxé parce que les mecs n'ont pas spécialement fait de bénéfices sur leurs cryptos, ils se retrouvent à devoir payer des milliers de dollars sur des cryptos ou sur lesquels ils ont perdu de l'argent. Ils disent ça n'a aucun sens. C'est juste le formulaire, je me souviens plus des noms, mais c'est genre le 73C, ils ont fait le 73D. Et donc pour l'administration, d'un coup, c'est génial, ils peuvent taxer tout le monde. Tout le monde, évidemment, doit aller réclamer à l'IRS pour dire non, Coinbase s'est planté. Pour une boîte comme Coinbase, c'est assez gênant quand même, parce que c'est pas une personne, c'est des centaines de milliers de personnes qui se retrouvent en un coup dans le viseur de l'IRS. C'est un sale coup. Comme ça, t'as 200 bitcoins. Non, il habite en Thaïlande. Non, il corrige vite. Non. T'as pas coché la case, c'est ça en fait. Faut le dire, il y a pas de souci. Non, mais c'est encore un coup de plus parmi tous ceux que Trump pourrait encore réaliser d'ici la passation de pouvoir le 20 janvier. Hein. Il peut encore se passer des choses. On a encore des trucs, parce qu'on en a plus parlé depuis longtemps, mais on a toujours TikTok qui va revenir, et à chaque fois il recule un petit peu, et il peut toujours interdire TikTok. Cette fois-ci, la date est fixée au 4 décembre, donc à chaque fois ça recule un peu. Voilà. Mais ça, je ne suis pas contre.
Chacun son opinion. Il faut être clair là-dessus aussi. Bon, ben on verra bien ce qui va se passer dans les... Il paraît qu'il se fait appeler Biden maintenant, Trump, juste pour avoir des votes, juste pour avoir des voix. Bon, enfin, on fait courir des bruits comme ça. La lettre D comme Disney. On va parler un petit peu de Disney et de réalité augmentée par la même occasion. On parle de temps en temps de réalité augmentée, on parle de temps en temps de Disney, mais les deux en même temps, c'est quand même beaucoup plus rare. David, de quoi s'agit-il ? Donc Disney s'est associé avec Google pour développer une application de réalité augmentée basée sur le Mandalorian. Donc, étant donné que Disney a repris Lucasfilm, c'est maintenant eux qui ont la licence Star Wars et tout ça. C'est très 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 basique pour l'instant et ce n'est supporté que par un nombre très limité de téléphones. C'est censé principalement démontrer la puissance de la 5G, bien que ça n'a absolument rien à voir avec la 5G. C'est juste que la 5G permet d'avoir un plus grand débit. Ça va d'ailleurs être disponible sur des téléphones non 5G normalement aussi. Pour l'instant, c'est la première partie qu'ils ont faite là, où en fait on filme avec son smartphone. Ouais. Et ça intègre des éléments artificiels dans un environnement réel. C'est fort gadget. Oui, c'est ça. Mais en l'occurrence, ils ont fait la même chose avec les animaux. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Il y a quelques temps, les Pokémon. Oui, les Pokémon, mais les vrais animaux aussi. Quand tu faisais une recherche, tu cherchais chat, par exemple, tu disais chat à ton smartphone Android, il t'affichait un petit chat dans ton salon. Voilà, tout rigolo. Éléphant, il le faisait aussi, mais un petit éléphant. Et ça marche avec femmes aussi ? Non, ça marche pas avec femmes. J'ai dit des animaux. C'est pas... Oui, ici, c'est en même temps un petit coup de pub aussi parce que ils ont la licence Star Wars et donc l'un des personnages, le fameux Mandalorian, est devenu une licence à part entière. Hein. Je pense qu'ils vont développer ce produit aussi chez Disney dans les mois et les années qui viennent, quand on pourra retourner sans doute au cinéma. Et donc, du coup, c'est aussi un moyen commercial entre guillemets de mettre en avant un personnage qui a besoin d'exister par lui-même, non ? C'est fort mis en avant sur Disney+. Hein. Oui. Il y a pas mal de trucs. Oui. David. Il y a 3 volets supplémentaires qui sont déjà prévus. Il y en a un qui va concerner Baby Yoda. D'ailleurs, si on a la chance d'avoir un smartphone qui supporte l'application, on peut voir que le premier épisode disponible, les 3 suivants sont pour bientôt. Et Google parle d'avoir des mises à jour chaque semaine. Donc on peut espérer qu'il y ait peut-être une interaction, peut-être une histoire et peut-être quelque chose de plus développé que tout simplement intégrer un personnage ou un animal dans un environnement réel. Il y a potentiellement pas mal de choses qui peuvent être faites, mais bon, pour l'instant, c'est un petit peu limité, ouais. Oui, Sébastien. Est-ce que donc, du coup, on peut utiliser l'application pour mettre Yoda un petit peu où on veut dans notre salon pour savoir où est-ce que la plante verte irait le mieux ? Par exemple. Oui, c'est génial. C'est vraiment génial. Où être le mieux la plante verte, pour être précis. Oui. Bah oui. Bien, si vous mettez en commentaire Mandalorian à ce moment-ci de la vidéo, c'est-à-dire après 28 minutes et 17 secondes, vous ne gagnez rien. Il n'y a aucun cadeau, mais nous, ça nous fait marrer et ça titille les algorithmes. Hein. Ça les chatouille un petit peu et ça permet comme ça d'être un petit peu plus vu normalement, paraît-il. Il me semble que ça marche par le monde sur les réseaux et en particulier évidemment sur YouTube. Donc Mandalorian en commentaire et tout ce que vous voulez d'autre avec. Dans le keyword, ça marche si on met un hashtag ou un arrobase ? Oh, il faut essayer. Oui. Je vous invite à essayer tout ce que vous voulez en commentaire. Vous faites tout ce que vous voulez, sauf dire de très très grosses bêtises. À ce moment-là, vous serez bloqué évidemment. Mais pour le reste, vous dites ce que vous voulez et des choses intelligentes sont permises aussi. Hein. C'est pas, on n'est pas obligé de juste mettre des. Oui, on peut. Après, est-ce qu'on va les comprendre ? C'est un autre problème. Mais
on peut essayer des choses. Pareil dans le chat, hein, sur Twitch, pendant qu'on parle, vous pouvez laisser des mots, des trucs, et on va essayer de les lire même. Ça, je vous jure. Des petits mots. Des petits mots. Ah tiens. Parlant de petits mots, Nvidia, c'est un petit mot. Nvidia, jouer aux jeux PC sur son iPhone ou iPad, David, c'est maintenant possible, manifestement. Oui, donc en fait, Nvidia a sorti une version compatible iPhone et iPad de GeForce Now. Ils font ça à travers Safari, à travers le navigateur Safari, et ça va donc permettre de pouvoir jouer à tous les jeux GeForce Now sur une tablette, iPad et un iPhone. Alors, pour l'instant, c'est sorti en version bêta, mais toutes les personnes qui sont membres de GeForce Now ont accès à cette bêta. Et à la même occasion, évidemment, ils font un petit coup de pub en disant que c'est le moment rêvé de s'inscrire à GeForce Now et à s'ouvrir toute une part de marché qui n'avait pas encore. Oui, c'est ça. Il y a l'approche des fêtes en plus, hein, comme c'est souvent le cas. C'est à ce moment-là qu'on place ce type de produit. Hein, il suffit de voir ce qui se passe du côté de chez Sony. Hein, c'était l'événement aussi, c'est la sortie de la PS5 qui sera, enfin, en tout cas les journalistes et les influenceurs l'ont reçu, mais ceux qui l'ont acheté entre guillemets vont devoir encore un petit peu attendre le temps d'être livré. Peut-être avant à mettre sous le sapin de Noël ou juste après. On verra bien. Et donc forcément, le jeu vidéo. Souvent, hein, il trouve ses développements au moment des fêtes de fin d'année. Moi, j'ai noté ça historiquement. J'ai toujours vu qu'on mettait des choses en avant au niveau jeux vidéo à ce moment-ci. Voilà. Peut-être parce que c'est le cadeau parfait pour les adultes, les jeunes adultes, les enfants. Ça parle moins à Sébastien. On sent que le jeu vidéo, lui, ça coince un peu. Si, hein, ça me parle. Mais il est 2h46 du matin, tu vois, je fatigue. Et non, j'ai utilisé GeForce Now pendant un certain temps parce qu'en fait, il a été offert gratuitement. Oui. Quand tu avais une Shield, et donc ça a été une des sessions de bêta la plus longue de l'histoire, hein, ou une des plus longues. Et donc, pendant tout ce temps-là, tu pouvais l'utiliser. Et ensuite, quand ils sont passés en payant, ils ont offert des prix qui étaient quand même très abordables pour continuer. Je me dis, bon, c'est vrai que je suis resté, même si je l'utilise peu. Et c'est pas super cher, hein, c'est $5 par mois ou 6 mois, $25. Donc, tu vois, t'es pas sur des prix énormes. Par contre, t'es pas sur des licences en général de jeux qui sont super récents. T'as quelques années dans les dents, sauf quelques licences. Et tu peux jouer. Ce qui est intéressant aussi avec GeForce Now, t'as non seulement tous leurs jeux qui sont accessibles sur leur catalogue, mais en plus, tu peux utiliser leur machine pour jouer avec tes jeux Steam. Donc, il y a toute une partie des jeux que toi, tu as acheté et lesquels tu peux jouer en utilisant leur machine. C'est assez sympa. J'ai essayé aussi pour m'amuser... PS Now, donc parce qu'on sort des nouvelles PlayStation, on sort des nouvelles Xbox, et PS Now est arrivé aussi, et c'est amusant parce que du coup, j'ai pu jouer à une PlayStation sur PC. Tu vois, donc là c'est plus une GeForce, c'est des PlayStation qui sont de l'autre côté, et tu joues sur une PlayStation alors que t'as pas de PlayStation. Et finalement, vu le prix de la PlayStation, ils te demandent aussi 5-6 euros par mois. Bah, tu peux déjà y aller quelques mois avant de payer ta PlayStation. Hein. Même si t'as pas la même qualité, machin, on est d'accord. Hein, mais quand tu veux jouer juste une fois... Chez les technos, on n'est pas très jeux vidéo de manière générale. C'est l'occasion de s'interroger aussi. David, toi, t'es plutôt jeux vidéo. Tu joues aux jeux vidéo? T'es un gamer ou pas du tout? J'ai joué beaucoup. J'ai été fort gamer, mais je vais dire que là, pour l'instant, je joue extrêmement peu. Quand je joue, c'est plutôt sur des petits jeux sur smartphone, dans le métro ou en déplacement, voilà, pour passer le temps. Ouais. Ton compte Steam me dit que non. Oui, mais mon compte Steam, je fais la collection de pas mal de jeux auxquels je n'ai pas le temps de jouer. Par contre, oui, j'essaye de temps en temps de faire un peu de réalité virtuelle. D'accord, ok. Bah voilà. Oui, et en général... Voilà. Et en général, il y a 2 acolytes pour tuer les zombies. Les zombies, on fait ça ensemble. Voilà. On en a déjà tué quelques milliers.
D'accord, ok. Bon, ben voilà, on apprend des trucs en plus sur nos chroniqueurs. Non, je disais, on parle pas souvent jeux vidéo. Moi, personnellement, je touche pas aux jeux vidéo depuis très longtemps. J'ai derrière moi, peut-être qu'on peut la voir, une grosse boîte, mais on voit pas bien, c'est un peu flou, évidemment, c'est en arrière-plan. C'est une PS2. C'est ma seule et unique console de jeu que j'ai achetée il y a 20 ans. Parce que la PS2 a 20 ans depuis quelques semaines maintenant. Et je l'ai exhumée, elle est là, sur le meuble. Et je m'en suis plus servi comme lecteur de DVD, comme console de jeu. C'est vous dire si je suis pas branché jeu vidéo. J'aime bien ça, j'aime bien regarder jouer, mais au-delà de ça, ça va pas plus loin. Ce qui n'empêche pas nos chroniqueurs d'en parler quand ils en ont envie, évidemment, et ça ne vous empêche pas non plus, vous qui nous écoutez, de nous demander si vous le voulez, qu'on parle plus souvent peut-être de jeux vidéo. On essaiera de vous arranger ça. Voilà, je lisais une phrase et en fait chaque fois je me fais avoir par le bot sur le chat sur Twitch celui-ci pose une question. Ah non, c'est le bot qui dit qu'on est en live depuis 37 minutes et 5 secondes. Voilà, on passe à la suite. C'est un bot qui a été élevé par Xavier, et donc il dit des trucs, on ne sait pas pourquoi. C'est bizarre. Oui. Il poste en vert pour un bot de Xavier, il aurait pu poster jaune. Oui, mais non, là il poste vert. Il faudrait demander s'il s'est changé la couleur du bot. Il a froid, ça fait vert. Oui, c'est vrai. C'est voilà. Salut Xavier. Merci Xavier pour ce bot. Il est pas là aujourd'hui. D'habitude, il vient acheter un petit coup d'œil, mais non. La lettre S comme sécurité, Sébastien. Quand un journaliste s'incruste dans une réunion des ministres européens, on revient sur cette information qui a percolé à peu près dans tous les journaux télé début de cette semaine ou fin de la semaine dernière, je sais plus. Non, début de cette semaine. Mais il faut quand même qu'on en touche un mot parce que c'est technologique et ça nous fait un petit peu sourire, enfin c'est même bien rigolé. Oui, t'as raison, effectivement, fin de la semaine passée. Donc juste après le dernier enregistrement. Voilà, c'est ça. Mais je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai beaucoup rigolé, et je me dis effectivement, même si c'est sur la presse généraliste, alors que c'est rare qu'on prenne des articles tech sur de la presse généraliste, c'est super drôle parce qu'on se retrouve avec une vidéo de quelques secondes où un journaliste hollandais, Daniel Verlaan, qui nous écoute pas parce qu'il est hollandais, et donc il avait regardé les vidéos du Conseil des ministres européens, ministres de la Défense, hein, donc c'est pas les moins importants. Et puis dans les vidéos qu'il a vues, il disait tiens c'est bizarre, je vois l'URL sur quoi il se connecte, donc il essaye pour ouvrir sur son navigateur, il a accès, et dans la vidéo il voit une partie du mot de passe pour s'y connecter, parce qu'il faut juste un code. Et il n'avait pas tout le code, mais il a essayé un peu, et à un moment, au hasard, bim, il a trouvé le bon code. Et là, sa vidéo, franchement, prenez les 2 secondes, c'est super drôle, il faut le voir. Il y a le mec qui débarque en pleine réunion des ministres de la Défense, et qui dit « Coucou, je suis journaliste ». Et donc, il dit « je ne fais que passer ». Donc le gars l'interpelle en disant « Vous savez que vous êtes dans une réunion des ministres ?» Il dit « Oui, mais je suis journaliste, et je me suis juste essayé de me connecter, je passe et je m'en vais ». C'est plutôt bon enfant, hein, comme le dialogue. Il n'y a pas d'agressivité ou ou de quoi que ce soit. Et le gars, le journaliste, qui est un journaliste d'RTL. Il est surpris, il est tellement surpris que tu le vois appeler ses copains, tu vois, ses collègues. Oui, c'est ça. Il se passe un truc, machin, ça. Et il dit bon, je suis désolé, je vais vous laisser travailler maintenant. Merci, bonsoir. C'est assez rigolo. En fait, c'est une des participantes qui avait publié sur son réseau social, sur Twitter, je pense, une photo justement de ce direct, et dans la photo on voyait effectivement l'adresse et une partie du code qui est en dur dans l'adresse du coup, hein, ça pose la question de la sécurité de ce genre de réunion tout de même, parce que s'il est aussi simple d'y rentrer en tant qu'interlocuteur, est-ce qu'il est possible de s'y connecter moyennant un peu de technique pour écouter simplement ce qui s'est dit? Ta réponse est dans la question. Tu vois, si le journaliste rentre en 2 minutes en regardant une image sur Twitter, tu vois, c'est déjà étonnant que ce genre d'outil ne soit pas blindé derrière un firewall, qu'il n'y ait pas une clé spécifique pour pouvoir y rentrer par personne. À la limite, tu vois, je veux pas être méchant avec les ministres de l'Agriculture, mais tu rentres dans un truc du ministre de l'Agriculture, bon, c'est gênant, mais par contre, tu rentres dans une réunion comme ça de ministre de la Défense,
Tu vois, t'as plus qu'à dire, c'est bon, on lance le missile nucléaire, quoi. Non, c'est assez gênant. Je trouve que c'est étonnant qu'ils utilisent Zoom pour faire ce genre de réunion et pas un système sécurisé. Oui, mais il y a, David, excuse-moi, mais je pense qu'il y a un abus de langage de la part du journalisme qui pense que toutes les applications de vidéoconférence s'appellent Zoom, parce que manifestement, c'est pas Zoom qui était utilisé, hein, c'était une autre. Non, les images ressemblent pas à Zoom. Hein. Non, c'est pas Zoom, c'est un abus de langage, c'est les journalistes maintenant. Les articles que j'ai lus disaient ça. Ah oui, bon, bah écoute... mais ils ont tous recopié, mais... Oui, c'est ça, ils se sont recopiés les uns les autres. Avant, tout le monde disait Skype quand on parlait de vidéoconférence. C'était, allez, à 99% des cas, c'était probablement Skype. Aujourd'hui, tout le monde pense que c'est Zoom. Donc, voilà. C'est comme quand ils vont sur Internet, tu vois, ils ouvrent Google. Oui, c'est ça. Ou Facebook. Voilà. C'est... Tiens, c'est pas un bot pour une fois qui vient nous laisser un commentaire. Je me suis toujours demandé s'ils utilisaient Zoom. Ben voilà, hein, Teams ou des services nationaux ou européens. Ça fait peur, dit-il. Je pense que c'est Denis, son prénom, Voituron, qui est un spécialiste Microsoft. Je dis pas de bêtises, hein, Denis. Si je dis une bêtise, tu le dis dans le chat aussi et je corrigerai. Donc voilà, ça fait quand même peur. Il faut le reconnaître. Moi, je me rappelle quand TV5 Monde s'était fait pirater, il y a eu une espèce de seconde vague de piratage. Faut pas dire seconde vague maintenant parce qu'on se fait vite censurer quand on parle de ça, mais parce que les équipes avaient filmé dans les bureaux. Et quelqu'un avait mis au valve un post-it avec un mot de passe et quelqu'un l'avait noté à la volée. Donc j'avais raison, c'est bien le Denis dont je vous parlais, qui fait podcasteur lui aussi. Voilà. Donc voilà, il faut sécuriser ce genre de trucs. C'est vrai qu'il pourrait mettre ça derrière simplement un VPN. Déjà, ce serait déjà une forme de protection. Ce serait déjà pas mal. Ouais. Et alors l'Union européenne a quand même communiqué après, hein, parce qu'il pouvait pas faire autrement. C'est un journaliste qui s'est connecté. Il a dit l'UE constate qu'il est impératif de renforcer la sécurité des communications des institutions. Non, sans rire. Je veux dire, fais-la au café du coin, ce sera plus sécure, tu vois, au moins. T'auras pas toute la planète qui vient se connecter. Voilà. Mais l'instant est vraiment, je vous invite à aller regarder la vidéo. Ça restera dans les annales. L'instant est cocasse. S'il y avait, parce que je pense qu'il va pas y en avoir beaucoup en télévision cette année-ci, un bêtisier, je pense que ce serait dedans d'office, parce que c'est vraiment, voilà, bien joué. Je pense que ça va être difficile à reproduire ce genre de truc. En tout cas, c'est à espérer, parce que s'ils ne sécurisent pas mieux, on va avoir des soucis dans l'avenir. Ok, bon, je pense il fallait qu'on en parle quand même un minimum, et on en a parlé. On avance vite dans cet épisode, dites-moi, on est productif et au taquet. V comme voiture, c'est encore Sébastien qui garde la parole pour parler d'Android, entre autres, parce qu'il se passe des choses de ce côté-là, dans les OS embarqués en voiture. Je sais pas si tu connais QNX. Non, pas personnellement. Pas personnellement. Non. Mais c'est un OS embarqué qui est une... C'est pas de la CB, non? Non, c'est pas de la CB. Alors à la base, c'était pas de l'embarqué, c'était un OS qui se voulait être temps réel. Et il a trouvé une de ses voies dans la voiture. Ils avaient essayé le desktop tout un temps. Mais je te parle de ça d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Mais donc le truc a survécu et est maintenant effectivement vendu spécifiquement dans les systèmes d'infotainment dans les voitures. C'est pour ça qu'au final, tu te retrouves toujours avec les mêmes interfaces. Tu as l'impression d'avoir toutes les mêmes voitures, que tu achètes une Audi, une Merco, une BM. Tu te retrouves toujours avec des interfaces qui sont très similaires. Tu n'es jamais trop perdu parce que, oui, souvent c'est QNX derrière. Parfois un peu de Linux, mais voilà, QNX a vraiment la grosse part de marché au niveau de ses interfaces. Et donc, il y a un petit acteur derrière qui voudrait récupérer des parts de marché. Ils ont essayé Android Auto. Et donc on se dit ça marche pas mal, ça s'intègre, les gens ont l'air quand même d'avoir une demande pour se connecter. En tout cas, connecter leur téléphone et leurs apps classiques sur leur bagnole. Et du coup, Google va un petit peu plus loin et voudrait carrément être le système d'infotainment de base dans les voitures. Et ils ont signé un premier deal, donc ce sera le cas avec un premier constructeur dont j'ai perdu le nom, un truc américain dont j'ai jamais entendu parler.
Voilà. Aptiv. Je ne sais pas si tu connais Aptiv comme constructeur. Je ne dis rien du tout. Et donc, ça, c'est leur premier truc. Ils vont commencer donc cette année dans les premières voitures, et ils espèrent être le numéro 1 sur 2030. Donc, ils se donnent 10 ans quand même, ça va. Et ils espèrent déjà être plus grand que QNX en 2027. Donc tu vois, QNX a un grand marché, parce qu'ils se disent qu'il faut 7 ans pour surpasser QNX, et les 3 ans après pour être le leader. Et pour ça, ça fait 36 millions de systèmes qu'ils voudraient embarquer. Alors au final, ça a assez son sens. Hein. QNX a de la chance, historiquement, c'est un système qui marche bien et qui est assez sécure. Aujourd'hui, les gens pensent un petit peu moins à la sécurité sur leur système, dans leur bagnole, tant que le truc fonctionne. Ils veulent surtout aussi une jolie carte, des infos, des belles interfaces. C'est pas aussi facile sur des environnements où les gens n'ont pas l'habitude de l'Android. Tu trouves des développeurs Android à l'appel. Et t'as des applications qui ont été développées pour Android à l'appel. Tu vas pouvoir retrouver Google Maps, tu vas pouvoir retrouver Waze, tu vas pouvoir retrouver tout ce que tu veux. Et il n'y a pas de boulot à faire de la part du constructeur, tout est là. Donc Google va pouvoir profiter de tout son catalogue, y compris même si tu veux mettre des vidéos, tu peux mettre des vidéos. Après, en roulant, c'est pas bien. Mais tu as Android TV, donc tu pourrais très bien récupérer une partie de cette couche-là, quoi. Voilà. Et non seulement donc ils ont un énorme avantage avec toute la partie applicative qui est gigantesque sur le Play Store, mais en plus ils ont d'autres avantages sur toute la partie logiciel, support Bluetooth, support de tout ce qui est connectivité. Parce que voilà, ça fait des années qu'on éprouve tout ça sur les smartphones. Et si tu veux une bonne connexion entre ton téléphone et ton truc, voilà, Android sera derrière aussi. Que QNX est plus minoritaire sur le marché. Peut-être aussi qu'il va quand même falloir mettre un petit peu les mains dans le cambouis, si j'ose dire, pour faire avancer l'aspect UX. Expérience utilisateur qui est peut-être pas l'expérience utilisateur d'un smartphone ou d'une tablette n'est peut-être pas la meilleure façon de faire quand il s'agit d'un véhicule automobile où le conduceur normalement est supposé garder les mains sur le volant. Voilà, tu vois, c'est... Oui, et c'est un problème parce que il y a eu une condamnation d'un conducteur aux États-Unis sur sa Tesla. Parce que effectivement là c'est des problèmes de réglementation, il faudra peut-être les faire évoluer, parce qu'il était en train de chipoter sur son tableau de bord, enfin sur son écran qui est un énorme écran, et donc la loi lui impose d'appuyer sur un maximum un bouton, parce qu'il peut pas perdre son attention sur la route, donc il peut appuyer sur un bouton pour mettre les sièges chauffants, etc. Mais il n'est pas question de commencer à faire des recherches ou des trucs comme ça. Oui. Et là c'est comme c'est des interfaces avec du tactile, c'est plus difficile de dire, mais il y a un bouton et c'est facile, il va pas être perturbé, tu peux même le faire au toucher, parce que c'est l'avantage aujourd'hui des tableaux de bord, tu les connais, tu vas un peu à tâtons, tu reconnais le bouton rond, tu le montes, c'est le volume, t'as pas regardé. Donc là, sur les écrans tactiles, c'est chiant. Il me semblait que c'est pas Mercedes qui a tout à fait. une solution avec des gestures, des gestes. Non, mieux que ça. Ils ont même une techno qui permettrait de faire ressentir des reliefs sur un écran. Aussi. Donc le but, c'est effectivement de te faire sentir le bouton plutôt que... Mais il y avait un fabricant d'automobile qui avait imaginé, je ne sais pas si c'est déjà commercialisé, mais que plutôt que de pousser sur les boutons, tu faisais des gestes. Tu vois, tu approchais ta main de... Tu fais du vocal, hein. T'as plus de chances de faire du vocal. Pour ça, sur Google, oui, mais t'as vocal, tout ce qu'il faut, attention, tu as comme tout le monde, sauf peut-être David, j'en sais rien en fait. C'était pour parler de David, puis il est tout seul, il est dans son... Non, mais si tu roules avec la fenêtre ouverte, ou tu as un cabriolet, ton vocal... Tu penses à David à cause du bruit? Mais non, parce que je sais pas si David roule en voiture, c'est pour ça. T'as le permis, David? Tu roules ou pas? Oui, je roule en Belgique, mais pas en Thaïlande. D'accord, ok. C'est trop dangereux, la Thaïlande. Faut arrêter. Non, mais c'est parce sa voiture est garée en Belgique. C'est pour ça qu'il ne s'est pas roulé en Thaïlande. C'est trop loin. Il roule à gauche. En plus, ouais. Il y a trop de trafic ici. C'est vrai qu'il y a du trafic en Thaïlande. Ah oui, Bangkok, c'est affreux.
Il y a un morceau de pont belge à Bangkok, si je dis pas de bêtises, un morceau de viaduc qui a été racheté par la Thaïlande à la Belgique. Et, on a vendu le viaduc devant... Celui devant la RTBF? Non, pas celui-là. Non, c'est pas des blagues. Enfin, bref, c'est un autre débat. Et donc, on disait, oui, non, le vocal, je suis pas convaincu du vocal, moi, avec le bruit qu'il peut y avoir dès qu'on ouvre une fenêtre ou les enfants qui crient derrière. Je trouve que les contrôles au volant sont pas trop mal. Si on arrivait à avoir une technologie avec un HUD, donc un écran en transparence avec le pare-brise comme il y a dans les avions déjà. Ouais. Certaines voitures aussi. Et contrôle, ça permet de pas regarder sur le côté, de garder l'attention devant. Par contre, ce n'est pas parfait parce que même un HUD, si on fait une focalisation sur le pare-brise, on ne voit pas ce qu'il y a derrière quand même. Oui, moi j'avais vu une démonstration d'une boîte qui faisait ça, un accessoire que au lieu d'avoir une tablette sur le tableau de bord, c'était sur le tableau de bord mais au-dessus du tableau de bord et ça projetait une image donc sur le pare-brise et c'était en réalité augmenté une fois de plus le trajet, ton GPS, c'était très très perturbant en fait. Enfin, c'était à un moment donné quand tu regardes ce truc, tu sais plus très bien ce qui est la route et ce qui est voilà. Donc il y a quand même des choses à faire. Mais il y a ça dans Matitine de l'affiche. Tu t'habitues. Et c'est vrai que c'est vachement plus facile de regarder l'écran qui est juste au-dessus de ton volant et puis de regarder la route parce que là le mouvement, par rapport à tu dois pas chercher du regard, etc. Tu dois pas chercher, ta tête ne bouge pas, etc. Donc c'est vachement efficient. Là-dessus, ils ont fait de très bons effets. Pour terminer sur le sujet, il n'y a pas une seule boîte qui va quand même, un seul constructeur qui va suivre. Il y en a plein. Il y a déjà Peugeot, Chevrolet, Cadillac, Opel qui ont déjà dit oui, ok, nous ça nous intéresse. Hein. Donc s'il y a des économies d'échelle à faire là-dessus, il y a quand même déjà pas mal de marques qui vont suivre. Par contre, probablement pas BMW qui lui est souvent très lié à tout ce qui est Apple. Oui, mais ça c'est aussi une question d'image et de standing peut-être aussi, qui sait, enfin pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises, peu importe. L'essentiel c'est que ça fonctionne bien. Hein, j'ai presque envie de dire. Ceci étant dit, de manière générale, et c'est vrai pour tous les constructeurs, sauf peut-être Tesla justement, c'est arrêter de faire des écrans de 10 pouces quoi. Il y a de la place. Allez-y, vous pouvez mettre des écrans plus grands, parce que là, c'est franchement ridicule, tu vois, ces petits écrans, parce qu'on est encore avec le double DIN, tu vois, dans l'emplacement dans lequel on mettait l'autoradio, c'était le simple DIN, on en a fait des doubles DIN, et donc on est resté sur des écrans qui font à peu près 9 pouces, 9-10 pouces, qui se mettent... On peut faire plus grand, hein, c'est pas interdit, pour que ce soit un petit peu plus lisible quand même. Il y a quand même un constructeur qui s'est dit je vais le sortir parce que t'as raison, c'est sur la taille, la largeur de l'autoradio qui se font chier sur ces écrans. Ouais. Il y en a quand même un constructeur que je viens de citer justement, BM, qui s'est dit je vais le sortir, mais je pense que Merco fait ça aussi, et qui met l'écran au-dessus, disons comme ça t'as toute la place, et ils te mettent des écrans, ça fait 5 ou 6 pouces. Tout cassé, donc ils se mettent encore plus petits. C'est vraiment. Mais c'est tactile. Et là tu dis, non, c'est les gars, ils sont très forts. Et alors, je pense que c'est Peugeot, non, c'est Fiat, dans les Fiat Ducato, les camionnettes, les utilitaires. Eux, il y a un emplacement double DIN, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis au-dessus, au-dessus du tableau de bord, un espèce de piédestal que tu rabats, que tu déploies pour pouvoir mettre une tablette dessus. Une tablette ou un smartphone, c'est mieux ça que rien, tu me diras, mais c'est un petit peu, on s'éloigne un petit peu de l'objectif d'avoir quelque chose d'embarqué. J'y mets des guillemets, mais voilà, c'est voilà. Un écran, c'est pas ça qui tue le prix de la bagnole. Ben non, attends, à l'heure actuelle, il faut faire les choses bien. Ça, je suis d'accord. On peut pas faire n'importe quoi, mais malgré tout, ce petit écran, c'est toujours. Moi, chaque fois que je vois une voiture avec un tout petit écran, je me dis mais c'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Enfin voilà. Avis personnel, si vous avez une opinion de votre côté, la taille n'est pas une importance. Oui, mais enfin là... Ouais, quand même. Ouais, quand même. Là, en voiture. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette histoire de taille d'écran dans les voitures. On se pose de ces questions aujourd'hui, c'est incroyable. On passe à la suite ?
La suite est déjà à la fin. La lettre W déjà. W comme web. OneWeb. Qui se rappelle de OneWeb, hein? Ça, c'est une bonne question. Moi, quand j'ai vu OneWeb, je me suis dit, de quoi va parler David? J'ai dû quand même cliquer sur le lien. Je me suis dit, ah bah oui, bien sûr. David, rappelle-nous, ce qu'est OneWeb. Donc OneWeb, c'est une société qui met en place un système de Internet par satellite. Leur but au final est d'avoir une couverture mondiale de 95% du monde, de pouvoir fournir une connexion Internet aux endroits qui sont reculés, pour lesquels il n'est pas économiquement viable de tirer des câbles, les petits villages, les petites habitations perdues dans les zones blanches, dans les bois. Oui, et où on ne peut même pas avoir d'antenne GSM, parce que il y a 3 personnes qui habitent dans un rayon de 10 km, ce n'est pas économiquement viable d'installer des antennes GSM pour eux. Donc c'est une société qui était en faillite et qui a échappé de justesse à la faillite grâce au gouvernement anglais et à la société Bharti Global, qui ont chacun investi 500 millions de dollars, donc 1 milliard de dollars conjointement, pour sauver la société et pouvoir faire poursuivre le projet. Alors pour information, ils ont déjà 74 satellites qui sont déjà en orbite. Donc il y a déjà toute une phase de tests qui ont été faites, et qui fonctionnent pas mal. Ils ont déjà prévu de mettre sous orbite 36 satellites supplémentaires au mois de décembre. Originellement, les contrats étaient faits plutôt avec Ariane, mais les satellites en décembre apparemment vont être lancés par des fusées Soyuz. Donc les satellites sont en transit entre la Floride et la Russie pour être envoyés de là. Leur but est d'atteindre 650 satellites dans un premier temps et d'avoir une couverture mondiale de 95%, mais bien sûr, étant donné que c'est racheté, que la société a été rachetée par le gouvernement anglais à 50%, ça va d'abord faire profiter évidemment l'Angleterre et les zones plus au nord de l'Angleterre. Donc il parle de l'Angleterre et de l'Arctique pour commencer. Oui, ok. Alors ça va faire si on veut. Vas-y. Oui. Donc je vais donner juste quelques chiffres. Donc il propose des connexions Internet qui pourraient monter jusqu'à 400 mégabits, ce qui est pas mal. Ils ont 40 stations au sol et ils prévoient une latence moyenne de 32 millisecondes, ce qui est très bas pour du satellite. Évidemment, c'est 32 millisecondes quand on se connecte à quelque chose qui est géographiquement proche. Mais ce sont des satellites avec des orbites basses et donc ça permet d'avoir un temps de latence assez bas et ils se veulent être compétiteurs de Starlink. Oui, bien sûr. Bien que ça soit un projet plus petit, on parle de donc 650 satellites et 2000 à plus long terme, alors que Starlink a déjà 1 millier de satellites en orbite et il prévoit en 2027 d'en avoir 12 000. Oui, après, tout dépend de la taille des satellites, etc. Mais c'est 2 projets bien distincts, avec ses propres caractéristiques. Ça fait quand même beaucoup de satellites, de nouveau, au-dessus de notre tête. Hein. Je suis pas un spécialiste du domaine, mais il me semble qu'on commence un petit peu même s'il y a de l'espace, c'est le cas de le dire, ça commence à être un petit peu embêtant. Surtout, je le disais il y a pas longtemps, pour les observateurs, ceux qui regardent les étoiles et qui sont perturbés on parlait de Starlink, les satellites Starlink sont perturbants et ramènent de la lumière là où il ne devrait pas y en avoir. Et donc, ça peut poser des problèmes. Ouais. J'ai lu un article à ce sujet justement cette semaine, donc d'une plainte qui a été déposée
concernant la pollution lumineuse dans le ciel, et c'était illustré par une photo longue durée prise du ciel où on voyait toutes des lignes parallèles qui étaient en fait les satellites Starlink qui passent, quoi. Donc pour la photographie du ciel par les astronomes, c'est une catastrophe. Oui, les fameuses photos qu'on fait aussi du ciel pour justement voir le déplacement des étoiles aussi en longue pause, qui sont de très très belles photos et très impressionnantes. Ben là, c'est loupé aussi parce que on se chope à minima l'ISS, parce qu'on peut le voir aussi, hein, la station spatiale internationale est par beau temps visible, plus maintenant tous ces satellites qui se rajoutent. Sébastien, tu voulais rajouter un mot là-dessus? Oui, non, mais je veux dire, que pensent les platistes de cette histoire? Que tout ça, c'est une supercherie. C'est la question qu'on pourrait poser à un platiste si on en connaissait un, mais personnellement, je n'en connais pas. Ouais, peut-être qu'il y en a un dans nos auditeurs, tu vois, des platistes, il y en a partout. On ne s'est encore jamais fait insulter ou quoi que ce soit par rapport à la 5G, par rapport à... Parce qu'on a déjà parlé de 5G, on a déjà parlé de Microsoft, de Bill Gates, de Starlink. Linux en général, ça marche bien. Ouais, mais on a parlé de tout ça et on s'est jamais fait incendier. On se fait plus facilement incendier quand on parle d'Apple, par contre. C'est paradoxal. Voilà. Comme quoi, hein, il y a podcast et technologie et façon de l'aborder multiples. Et c'est une bonne chose qu'il y ait de façon multiple d'aborder les nouvelles technologies. C'est ce qu'on s'emploie à faire chaque semaine avec les technos. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, de mettre un pouce également si la vidéo vous a plu. Réservez un bon accueil à notre ami David. On réglera ces petits problèmes de son et de micro, etc. C'est pas très très grave, on a bien compris tout ce que tu nous as dit. La fois prochaine, il sera encore plus à l'aise. Je vous jure. Et on a encore un autre chroniqueur qui s'en vient d'ici la fin de l'année, que vous avez déjà rencontré également, qui nous a parlé impression 3D il n'y a pas tellement longtemps. Il s'agit de Picaboo, et je l'ai vu qu'il était au planning pour encore le mois de décembre, donc on aura encore l'occasion de parler avec un autre nouveau chroniqueur, et l'un comme l'autre déploieront leurs ailes durant toute l'année qui s'en vient en 2021. Et ça rime en plus. Sébastien, vous voulez rajouter un petit truc, une conclusion, un truc rigolo? Oui, je dirais bonne nuit à tous, et surtout à certains à 3h du mat'. Oui, c'est ça. Maintenant, il est bientôt 3h du matin. Oui, c'est ça, il est 3h15 au moment où nous enregistrons en Thaïlande, du moins. Donc, tu vas pouvoir, tu peux commencer à préparer le petit déjeuner. On peut dire ça comme ça. En commentaire, vous nous laissez, je ne sais pas, par exemple Thaïlande en commentaire à la fin de cet épisode. Ça nous permet de voir qui a regardé l'épisode jusqu'au bout. Un épisode qui était un petit peu plus court que d'habitude, mais voilà. Il fait froid pour les joggers, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Je me suis dit que ça 31 degrés dehors ici. Oui, effectivement, c'est une vague de froid, hein. 31, c'est froid pour eux. Oui, c'est ça, 31. Ouh là là. Oui, un petit peu. Oui, c'est ça. 31 degrés à 3h du mat. Non, je comprends que tu dors pas. Bon, merci beaucoup, David. Dans le bureau, il fait 35. Oui, j'imagine. Et merci également à Sébastien. On se retrouve très bientôt. On doit encore parler de ce qu'on va faire pour la fin d'année, etc. On aura l'occasion, parce que ça s'en vient là, hein, c'est tout bientôt. C'est Noël, c'est dans 4 semaines. Donc on va en reparler, on va essayer de vous préparer quelque chose. Si vous, de votre côté, vous avez des idées à nous proposer, des choses que vous voudriez nous voir faire... N'inventez pas n'importe quoi non plus. Soyez sage, soyez calme. Mais n'hésitez pas quand même à le partager avec nous. Et voilà. Et on salue ceux qui nous ont regardés via Twitch. Ils n'étaient pas bien nombreux, mais c'est pas très très grave. Il s'agit de Denis, je sais pas tout lire. Il y a le bot. Alors il y a Eric B12B, croque-moi j'allais dire l'olive, mais c'est presque ça. C'est vrai. La Hulotte. Voilà. Et Macalga et KNGL _. Voilà. Merci à vous. Passez une très très bonne semaine. Prenez surtout soin de vous. Et à très bientôt. Salut.